Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. À l'issue de ce conseil des ministres, il a été question entre autres du rapatriement les jours à venir de plus de 600 Ivoiriens résidant en Angola et au Gabon et qui vivent dans des conditions difficiles. 9e édition du Massa avec cette fois l'artiste camerounais Ras Ngamo qui est attiré par le xylophone, le balafon et les coréennes du sud qui apprécient le djembé, une sonorité madingue. En Afrique du Sud, conserver sa virginité est un sésame vers l'université pour des jeunes sud-africaines. Ainsi en a décidé le maire Douté Kela pour leur accorder des bourses. Objectif lutter contre le VIH, le sida et les IST qui sévissent dans le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. À l'issue de ce conseil des ministres, il a été question, entre autres, du rapatriement les jours à venir de plus de 600 Ivoiriens résidant en Angola et au Gabon qui vivent dans des conditions difficiles. Jérôme Kofi Aboulé. Le Grand Abidjan ou encore le nouveau schéma d'urbanisation des 13 communes de la capitale économique de la Côte d'Ivoire ainsi que des villes environnantes. Schéma s'inscrivant dans un programme de planification urbaine et de transport qui tient à cœur aux autorités ivoiriennes. En parlant ce mercredi en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara, entendent tout mettre en œuvre en vue de la gestion des ressources en matière d'urbanisme. Ce nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan prend en compte les 13 communes du district autonome d'Abidjan, ainsi que les 6 villes environnantes, à savoir Dabou, Jacquesville, Grand-Bassam, Bonois, Alépé, Azaguié. Ce nouveau schéma actualise, modernise les schémas directeurs d'urbanisme précédents en vue de corriger les dysfonctionnements enregistrés et prend en compte le fort développement de la population que la ville d'Abidjan a connu depuis une dizaine d'années à peu près. Ce schéma directeur définit un plan de développement du Grand Abidjan à l'horizon 2030 dans une perspective de développement durable, en harmonie avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et en matière de développement du territoire. Il comporte 2 axes majeurs, à savoir la planification urbaine et la planification du transport à Abidjan. Cet instrument de planification révisé, modernisé, permettra au gouvernement de gérer mieux les ressources disponibles, de renforcer la politique en matière d'urbanisme, de construction et de transport. On a aussi fait cas, au cours de ce conseil, de la situation difficile que vivent des ressortissants ivoiriens au nombre d'environ 600 au Gabon et en Angola. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, l'État, pour faire face à cette préoccupation, a décidé de procéder au rapatriement de ces Ivoiriens en difficulté à l'étranger. 170 ressortissants ivoiriens vivant en Angola et 454 vivant au Gabon sont malheureusement en situation de détresse et d'extrême précarité et ont manifesté le désir auprès de nos représentations diplomatiques dans ces pays de revenir en Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc instruit le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions pour le rapatriement de ses compatriotes dans les meilleurs délais. Cela se fera par des vols spéciaux, donc affrétés par le gouvernement, qui vont permettre dans les prochains jours de ramener à Abidjan nos compatriotes. Un seul point en divers lors de ce Conseil des ministres, il s'agit de la liste de 300 personnes présentées par le FPI dans le cadre des échanges entre les partis politiques et le pouvoir, comme des détenus en liaison avec la crise post-électorale. Sur la question, le gouvernement, à travers son porte-parole, a tenu à faire un éclairage pour mettre tout le monde au même niveau d'information. L'examen de cette liste fait ressortir, premièrement, que 15 personnes ne font pas l'objet de détention parce que déjà mises en liberté provisoire ou qu'elles n'ont jamais été détenues. 17 personnes sont inconnues des fichiers des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice reconnaît détenir dans ces établissements pénitentiaires 268 personnes, dont 206 en cabinet d'instruction, 29 en instance de jugement et 33
déjà condamnés. Il convient de préciser que les 206 personnes détenues devant les cabinets d'instruction ne sont pas liées à la crise post-électorale, mais qu'elles sont détenues pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ou de troubles à l'ordre public. Sur les 206 personnes détenues, donc dans les cabinets d'instruction, le ministère public a décidé de la mise en liberté provisoire de 70 d'entre elles, dont la détention n'est plus nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction. Donc cette liste de 70 personnes sera communiquée dans les prochains jours par le ministère en charge de la justice. En terminant, le porte-parole du gouvernement a donné quelques informations pour ce qui est du dégel des comptes de certaines personnalités fait dans un souci d'apaisement. Selon Bruno Nabagné-Koné, les comptes de Koudou Jeannette, Nguessan Arnaud Gilbert, Até Philippe et Sansan Kouao sont désormais l'objet de dégel total. Quant aux comptes de Marcel Gossio, ils connaissent un dégel partiel. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin qui a suivi ce conseil des ministres pour RTI 1. Autre information, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu hier une délégation de la CEDEAO. Au menu de cette rencontre d'échange, le mécanisme d'alerte précoce et de réponse entre les pays membres de la CEDEAO, une mesure sécuritaire pour prévenir les conflits dans l'espace. Autre entretien du Premier ministre, il a échangé avec une délégation du groupe américain ExxonMobil. Plus de détails avec Sidonie Waka Davila. Les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutiennent vivement la conception et la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse plus efficace dans la zone CEDEAO. Une mesure de prévention des conflits qui va consister à mettre un dispositif en place pour faire la collecte et la dissémination de l'information en vue de la protection des populations, et ce à tous les niveaux. Ce mardi, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le docteur Abdoulat Gueye, directeur de l'alerte précoce, a longuement expliqué le contenu du projet. Le cadre général, c'est bien sûr la lutte contre ce terrorisme. Nous sommes en train de discuter avec les autorités par rapport à la mise en place d'un centre qui aura pour mandat d'impulser, de coordonner et de faire le suivi du mécanisme de réponse. Alors on a eu des discussions très fructueuses avec son Excellence le Premier ministre, son Excellence bien sûr le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intégration. Nous sommes tombés d'accord sur les modalités parce que dans ce projet, il y a un support du gouvernement américain qui va couvrir une période de 5 ans et qui permettra d'équiper ces centres qui seront sous peu mis en place. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est avec le président d'ExxonMobil Exploration Company que le chef du gouvernement s'entretenait sur les activités d'exploration offshore dans le pays. Ce 8 mars a vu s'ouvrir un bureau régional du groupe à Abidjan en présence de son président Steve Grunley. Ce bureau que nous avons ouvert aujourd'hui constituera une importante rampe de lancement pour les programmes d'exploration des sociétés affiliées d'ExxonMobil en Côte d'Ivoire. Nous avons hâte de voir ces sociétés affiliées la même expertise technologique que nous appliquons à nos projets à travers le monde. Nous apprécions le soutien dont nous avons bénéficié de la part du président Ouattara et de son gouvernement. Il faut rappeler que des accords pour l'exploration de 2 blocs offshore avaient été signés en décembre 2014 entre le groupe ExxonMobil et des sociétés affiliées en Côte d'Ivoire. Celles-ci continuent à ce jour d'évaluer le potentiel pour le forage de leur premier puits d'exploration dans le pays. Aujourd'hui, 10 mars, marque la journée internationale du rein. Ici, en Côte d'Ivoire, la présidente de la Fondation Servi s'est rendue au chevet des hémodialysés. Henriette Konorbedi a apporté son soutien aux 25 cas d'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody. Nous y reviendrons à 20h. Justement, par rapport à cette journée, la Fondation Servi a procédé mercredi dernier à la dédicace de son livre Blanc du rein, un document de 200 pages qui fait l'état des lieux de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Michel Digré.
La maladie de l'insuffisance rénale. Sa simple évocation suscite auprès des malades désespoir et amertume. Pour apporter de l'espoir et surtout des soins aux patients, la Fondation Servir a fait de la lutte contre cette maladie sa priorité. Présidée par Henriette Conan-Bédier, cette structure a, en plus des actions menées sur le terrain, publié un livre blanc qui fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Nous avons jugé utile de faire un livre blanc pour pouvoir sensibiliser toute la population. Il faut aller régulièrement faire une prise de sang. C'est surtout demander la créatinine. C'est par là qu'on découvre si on a une insuffisance rénale ou pas. Ce livre, comme tout livre blanc, fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Comment on contracte la maladie et comment elle est traitée. L'insuffisance rénale peut être évitée à partir de la sensibilisation. Et même que s'il est détecté très tôt, il peut être guéri. Dans ce livre de 200 pages, subdivisé en 2 parties, les actions de la Fondation Servir en faveur des malades sont également illustrées en images. L'insuffisance rénale, c'est une maladie où les gens ont besoin de conseils. Vu tout ce qu'elle fait pour nous, alors vraiment, nous lui disons merci. Dans cette dynamique de compassion, un centre international d'hémodialyse et de greffe rénale d'un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA est en phase de construction à Atekoubé. Aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie du rein célébrée le 10 mars, la Fondation Servir offre un mois de dialyse aux malades de tous les établissements sanitaires publics de Côte d'Ivoire. Allez, toute autre chose à présent, la suite du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit. Mercredi, le 5e témoin de l'accusation a été auditionné. Il s'agit de Sam Jichi Mohamed, connu sous le pseudonyme de Sam l'Africain. Il était à son 3e jour d'audition. Il a soutenu que les populations du nord de la Côte d'Ivoire et les ressortissants de la CEDEAO étaient persécutés par les jeunes patriotes, tout en déclarant que ces exactions n'étaient pas planifiées par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La reprise de l'audience est prévue pour ce jeudi avec le contre-interrogatoire du témoin par les avocats des accusés. Il a été célébré mardi dernier la Journée internationale de la femme. À cette occasion, un symposium sur le leadership féminin a été organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par le CEFIS, une association qui lutte pour l'autonomisation de la jeune fille. 8 mars, Journée internationale de la femme. Et pour cette année 2016, l'autonomisation de la femme est au cœur de la célébration. Université Félix Houphouët-Boigny, échange entre étudiantes d'université et grandes écoles. Pour ces jeunes filles réunies autour d'un symposium, l'excellence et le leadership doivent être toujours le combat des femmes. L'excellence, c'est une graine que nous voulons leur inculquer. Ce sont des valeurs, oui, que nous voulons inculquer aux jeunes filles, afin qu'elles aussi soient des actrices de développement en Côte d'Ivoire. Des femmes battantes, des femmes indépendantes financièrement. En un mot, l'excellence. L'exemple avec leur marraine. Le leadership féminin, pour moi, c'est toutes ces femmes qui, même le matin, alors qu'elles font des choses qu'on pourrait qualifier de banales et d'ordinaires, sont finalement des travailleuses exceptionnelles, travaillent à bâtir leur famille, travaillent à bâtir leur avenir, travaillent à bâtir la nation. La femme a une place importante dans la société et son autonomisation commence par l'excellence dans le travail, mais aussi par une prise d'initiative personnelle. Outre Abidjan, qui a été retenu pour la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme, c'était à Marcory. En province, à Daloa et à Kokumbo, les femmes ont été aussi célébrées. Elles se sont élevées contre les discriminations à leur endroit, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida, danse, défilé de mode ont marqué la célébration de la Journée internationale de la femme à Daloa. Occasion choisie par le maire Samba Coulibaly pour indiquer que les femmes en Côte d'Ivoire sont épanouies grâce au FAFSI initié par la première dame.
La présidente des femmes de Daloa a pour sa part invité ses sœurs à travailler pour assurer leur autonomie financière et relever les défis. J'ai été une jeune fille mère. Je ne me suis pas découragée. Je me suis battue pour mes enfants. Après ça, je me suis mariée. J'ai été veuve, mais je me suis toujours battue pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un grand magasin de bonbons au marché. Les gens viennent partout. Elles viennent s'approvisionner dans mon magasin à Daloa. Les autres intervenants à cette célébration dédiée à la femme ont souligné la nécessité d'investir dans la femme pour lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, ils se sont élevés contre les discriminations à l'endroit des femmes. À Kokumbo, les femmes de tous les secteurs d'activité ont été félicitées par le sous-préfet de la localité. Selon elle, les femmes sont à la tête de tous les services administratifs de cette circonscription. Sous-préfecture, centre de santé, eaux et forêts, lycée municipal. Pour cela, elle a exprimé la gratitude des femmes au président de la République pour sa politique de promotion et d'émancipation en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. Des prestations artistiques ont marqué cette célébration qui rend hommage aux femmes qui, chaque jour, apportent leur contribution au développement de leur pays. La 9e édition du Massa, le marché et des arts du spectacle africain qui se poursuit à l'occasion pour les stylistes, modélistes et jeunes créateurs de présenter leur style vestimentaire. 8 stylistes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal ont mis en valeur les tissus africains tels que le kita, le tissu oué ou le faso fadi. Ami Sissoko. Premier défilé de mode du Massa 2016. Stylistes, modélistes et mannequins s'activent pour présenter les créations. Ce sont les Ivoiriens qui ouvrent le bal avec Isande, Barros et Olipat. Cette dernière est la première lauréate de l'édition limitée 2014 de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le pain tissé du centre et de l'ouest, sa collection. Je mets en avant déjà le pain tissé ivoirien pour montrer qu'il peut être porté en tout temps. Le deuxième tableau de cette soirée a été coloré avec les 3 premiers lauréats de l'édition limitée 2015 de l'OIF. Ils sont tous à leur premier défilé en Côte d'Ivoire. Moussa Sambaré du Burkina Faso valorise les tissus de son terroir. Augustine Nakune, sa collection Colibri. Le seul costumé de scène reste Lahat Gay du Sénégal. J'ai eu à habiller pas mal de chanteurs et de chanteuses qui évoluent même pas sur mon pays. Je présente une collection faite à base de façon d'enfanter avec un tissu un peu occidental mélangé. Colibri, parce que à ce moment l'esprit qui m'habitait, c'était un esprit de fleurs bleues, de romantisme, d'amour. Au maître de clore la marche, Tiané avec ses boubous en soie et Patio avec ses collections blanc, noir et Sahel. Joie du public. Les défilés ont été très bons, surtout la collection de notre cher maître Patio. La tenue de l'Ouest, oui, j'ai aimé. Tout comme une bonne Ivoirienne. J'ai bien aimé parce que ça fait la tradition, la culture, c'est très bien. Malgré le succès de ces créateurs, la mode africaine peine encore à se positionner. Nos marchés sont déjà inondés de produits qui viennent de l'extérieur. Et l'inverse est impossible pour le moment parce que nous ne sommes pas capables d'abord, sur le plan productivité, quantité, sur le plan coût, nous sommes obligés de travailler pour le moment que pour l'Afrique. En attendant d'être au top de la créativité mondiale, stylistes modélistes africains continuent de charmer à leur manière la clientèle africaine. Et parlons toujours du Massa avec cette fois l'artiste camerounais Ras Ngamo qui est attiré par le balafon et les Coréennes du Sud qui apprécient le ndjébé, une sonorité madingue. Ami Sissoko, une fois de plus, regardez. Ras Ngamo, artiste camerounais du groupe Love and Life, n'a pas résisté à l'envie de jouer du xylophone. Un instrument de musique appelé communément balafon qu'il découvre au stand de la région du Poro. C'est la deuxième fois après hier de toucher à cet instrument. Mais la perception que nous avons de la musique, c'est qu'elle n'est pas sur les instruments, la musique est en nous. Et les instruments sont juste des supports d'expression. Donc tout ce qu'il faut, c'est de se laisser aller et laisser que la musique coule. Le xylophone est le principal instrument de musique chez le Sénoufo.
Il est essentiellement constitué de bois, de lianes, des calebasses. Il se joue avec 2 baguettes. Nous sommes vraiment honorés que cet artiste camerounais qui vraiment, par son talent, nous a démontré que même quand il n'a pas ce qu'il a, il arrive à produire et à donner la musique qu'il faut. Brassage et partage de culture, c'est tout le sens du Massa 2016. Bel exemple avec ces danseuses de la Corée du Sud, dansant au rythme du djembé, un son purement mandingue. African dance is very special. La danse africaine, c'est vraiment magnifique. Lorsque j'écoute tout de suite les sons de djembé, j'ai l'impression que mon cœur bat au rythme de ces sons de djembé là, tout de suite. Ouais, et donc, ça me donne vraiment l'envie de danser. Des personnes avec lesquelles nous sommes connus sur Internet et qui m'ont convié en Corée du Sud pour aller leur apprendre la danse de chez nous. Je leur ai appris à compter en langue djoula de chez nous, à chanter en langue traditionnelle, donc gouro. Après tout ça, pour moi, c'est important de toujours revenir à la source, afin d'apprendre cette même danse. Musique africaine qui sonne jusqu'en Asie, de quoi épater le public. Quand j'ai vu les Coréennes, vraiment, ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché parce que je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir vraiment les Coréennes danser. Massa 9e édition, le tout ponctué de belles surprises en perspective. Le chapitre éducation de cette édition, la ministre de l'Éducation nationale était lundi à l'école primaire publique Diapé 1 dans le département d'Azopé. Kandia Kamara est allé inaugurer la centrale de production biogaz de cette école. Connu par Gassoro pour RTI 1. Sophie est cantinière à l'école primaire publique 3 de Diapé. Elle et ses aides-cantinières sont toutes heureuses. Elles n'utiliseront plus de bois de chauffe-eau et de charbon pour la cuisson de repas. Ces cantinières auront désormais recours à cette unité de production de biogaz située dans l'enceinte de l'école. Avant, j'utilisais le bois pour préparer. Maintenant, je suis bien à l'aise avec le biogaz. Je ne sens plus la fumée, je trouve ma santé normale. D'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA, cette unité de production de biogaz s'inscrit dans le cadre du projet Le biogaz dans les cantines scolaires, hygiène, salubrité, réduction de la pauvreté et de la déforestation. Elle permettra d'améliorer les modes de cuisson des repas, tout en contribuant à la préservation de la santé des cantinières, mais également à la préservation de la forêt et de l'environnement. Muni d'un biodigesteur de 10 m3, cette unité permet de réaliser une économie d'environ 33 kg sur 60 kg de bois de chauffe par jour. Profitant de la journée africaine de l'alimentation, la ministre de l'Éducation nationale est allée inaugurer cette unité de production de biogaz. L'utilisation des foyers améliorés en milieu rural, comme ici, est une belle réponse au fléau de la déforestation induite par l'utilisation abusive des bois de chauffe. Visite de l'unité de production de biogaz et de la cantine scolaire de l'EPP Diapé 3 a mis fin à la cérémonie. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable met tout en œuvre pour sauvegarder le couvert forestier. Ensemble avec des experts issus de différents ministères et des associations de la société civile, ils ont mené du 8 au 9 mars des travaux pour l'élaboration de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la déforestation. Christelle Nda Kodé, Pargasoro. Les zones côtières contribuent à plus de 50% du PIB en Côte d'Ivoire. Cette zone concentre également une large partie de la population. Conséquence de tous ces mouvements de population, la dégradation rapide de l'environnement. Alors, comment préserver nos zones côtières pour les générations à venir? Comment aider les élus locaux à amorcer le développement durable de ces différentes zones? Le ministère de l'Environnement et du Développement durable initie le projet du renforcement du système de gestion de l'information environnementale pour le développement durable de la zone côtière. Ce atelier nous permet de les sensibiliser sur la problématique du développement durable, ces enjeux,
mais aussi et surtout comment élaborer et mettre en place un agenda 21 local qui tient compte des spécificités des territoires. Les acteurs nationaux ne sont pas véritablement au fait de l'importance de ces données, de ces informations. La mise en œuvre du projet nécessite l'implication et la formation des acteurs techniques, notamment les élus locaux des villes côtières. Nous sommes en collaboration pour amener la collectivité territoriale à prendre une part beaucoup plus large dans le processus que ce nouveau paradigme amène à percevoir. Au sortir de cette formation, les différents acteurs seront formés, entre autres, sur les méthodes, outils et instruments d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique locale de développement durable et la loi d'orientation sur le développement durable, ODD. La mairie de Soubré vient de poser des actes de développement dans la cité de la Nawa. Le quartier de Nabouillon, longtemps resté dans le noir, bénéficie désormais d'électricité. Serge Colliard. Mise sous tension du quartier Nabouyi et installation de feux tricolores aux deux grands carrefours de la ville de Soubré. Des actions à mettre à l'actif de la mairie de la commune. Pour le premier magistrat de Soubré, Lassina Traoré, la mise sous tension des feux tricolores obéit à la volonté du conseiller municipal de Soubré de réduire considérablement le fort taux d'accidents de la circulation dans la commune. Selon lui, Soubré a aujourd'hui une mauvaise réputation en matière d'accidents de la circulation, surtout avec les engins à deux roues, dont les statistiques font état de 30 morts en moins de 10 mois. En plus des feux tricolores, des panneaux de signalisation ont été installés. S'agissant de la mise sous tension du quartier Nabouyi, le maire a indiqué que c'est une injustice vieille de plus de 20 ans qui vient d'être réparée. L'opération d'électrification a coûté plus de 42 millions de francs CFA. En plus de cela, 30 millions de francs CFA ont été dégagés pour l'adduction en eau potable de Nabouyi. Les différents porte-parole des populations ont salué le geste du maire de la commune de Soubré. Quant au préfet de région, Ali Kouadio, il a salué ces actions de développement du maire qui, a-t-il souligné, améliore le quotidien des populations. Un séminaire sur le Hajj 2015 se tient actuellement à Abidjan. Il est organisé par la direction des cultes du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Objectif, faire le bilan du Hajj 2015, relever chez les points de défaillance du Hajj passé et apporter des corrections pour améliorer les prochains Hajj. En Afrique du Sud, conserver sa virginité est un sésame vers l'université pour des jeunes sud-africaines. Ici, on a décidé le maire Douté Kela pour leur accorder des bourses. Cela dans le cadre d'un programme municipal controversé. L'objectif du maire est de lutter contre le sida et les IST qui sévissent dans le pays. Pour Bongiwe et Toubelilé, pas question d'avoir des rapports sexuels avant la fin de leurs études. Ces jeunes sud-africaines bénéficient d'une bourse bien particulière. Le conseil municipal de la ville de Ladysmith paie leurs études supérieures à condition qu'elles restent vierges. Cette mesure a fait polémique en Afrique du Sud, mais les jeunes filles y voient plutôt une opportunité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. Au sein de la communauté, ces bourses sont aussi perçues comme un moyen de faire revivre la culture zoulou. Doudou Zouane est l'une des aînées chargée de vérifier la virginité des jeunes filles. Elle explique sa méthode. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Plusieurs associations estiment que cette bourse est une atteinte à la vie privée et qu'elle est anticonstitutionnelle. La maire de Ladysmith est la principale cible de ces critiques, mais pour elle, l'initiative permet de lutter contre deux fléaux, le sida qui frappe un habitant sur deux dans la communauté et les grossesses des adolescentes. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles. La ministre du Développement social ne partage pas cet avis.
Pour elle, ces pratiques ne font que renforcer les discriminations contre les femmes. Malgré la polémique, la mère reste campée sur ses positions et promet même de récompenser prochainement les jeunes garçons qui veulent rester vierges. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.